Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Bonjour tout le monde. Ce matin, nous allons philosopher en compagnie de Catherine Meurice. Ah bon? Ah bon? Prévenu. Peut-être pas philosopher uniquement, on va parler de beaucoup de choses évidemment, puisque Catherine est à la fois la plus jeune académicienne, à la fois la seule représentante de la bande dessinée à l'Académie. Elle a été l'une des rares à pouvoir faire une leçon de bande dessinée au Collège de France. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et on a l'impression qu'à lire ces bandes dessinées, on la connaît déjà. C'est-à-dire que depuis tant d'années qu'on vous suit, Catherine, on a le sentiment que d'album en album, de livre en livre, vous nous donnez quelques clés de certaines parties de votre existence, de vos manières de voir l'existence, et qu'on sait tout de vous. Et en réalité, non, on ne sait rien du tout. J'espère qu'il y a encore des choses à découvrir. Beaucoup, beaucoup. Vous vous cachez en fait derrière ce que vous dites. C'est peut-être ça, la première leçon de philosophie de Catherine Meurice. Oui, pour vivre heureux, vivons cachés. Qui a dit ça? Quel philosophe a dit ça? Oui, en effet, je crois que... Alors, c'était pas du tout programmé, ça, le fait de se dévoiler, de se raconter. Ça, je le découvre quand les livres sortent et quand on commente mes livres. Mais il se trouve que mes livres me suivent de très près, de façon pas calculée, de façon plutôt naturelle. Et peut-être que les albums esquissent un portrait de moi au fil des années. J'espère qu'il y a une cohérence au fil des bouquins. Moi, je ne fais que mettre par écrit en dessin toutes mes obsessions, mes peurs, mes manques, mes frustrations, et ça donne ça. Alors j'espère que mes albums ne dressent pas le portrait de quelqu'un de très angoissé, mais c'est plutôt ça la réalité. Et bien sûr, je me planque derrière un peu mes bouquins. Enfin, c'est un paradoxe, c'est-à-dire que je me dévoile, pas dans tous les livres, hein, bien sûr, mais... Et en même temps, je me cache. L'humour sert à ça aussi, bien sûr. On a suivi aussi vos transformations, vos mues à travers ces différents livres. Et on remarque évidemment, et ce n'est pas un secret de le dire, qu'il y a un avant et un après attentat de Charlie Hebdo en 2015, une véritable transformation dans la manière dont vous avez abordé le genre et le médium de la bande dessinée. Et ceci, Humaine trop humaine, est peut-être à cheval entre ces deux périodes. C'est-à-dire que c'est le livre le plus récent et en même temps, c'est le seul qui fait vraiment le pont entre les deux formes d'écriture de Catherine Meurice. Oui, c'est sûr. Cette Humaine trop humaine est née dans la revue Philosophie Magazine en 2017. Et j'ai le rédacteur en chef, Alexandre Lacroix, par ailleurs romancier, avec qui on a pas mal de points communs. Il a fait des livres sur la nature. On en avait beaucoup discuté au moment où j'écrivais Les Grands Espaces. M'avait contacté, il m'a dit voilà, vous avez carte blanche, fais ce que tu veux, etc. Et en effet, j'en étais à une étape de mon parcours où je m'étais assez dévoilée dans la légèreté, par nécessité, vraiment. Là aussi, c'était pas un désir franc, mais enfin, il y avait une question, comme je le dis, dans la légèreté de vie ou de mort. Et, on peut peut-être rappeler pour celles et ceux la qui n'auraient pas lu. C'est la bande dessinée. C'est le livre qui suit les attentats de très près. On est en 2016. Un an après. On est en 2016 et qui explique la manière dont vous êtes pas encore reconstruite, mais en tout cas dont vous commencez à vous reconstruire en vous reconnectant à l'art. Alors en l'occurrence pas à la littérature, pas à la philosophie, à l'art véritablement en 3D, puisque c'est notamment en allant à la Villa Médicis, c'est en étant au contact de sculptures, plus même que de tableaux encore, que cette impression de vous reconnecter à la beauté commence à se faire jour. Exactement, et en effet, la littérature ne m'a pas beaucoup aidée après 2015, c'est revenu plus tard, et c'est revenu en fait, la littérature et les textes en fait, et la philosophie, donc c'est revenu quelques années après, donc quand j'ai commencé à collaborer à Philosophie Magazine. En fait, je profite de chaque album de bande dessinée pour apprendre des choses, pour continuer d'apprendre à dessiner, pour essayer de retenir des choses aussi. Et finalement, c'était une façon de revenir au texte après avoir été plongé dans les arts visuels, dans les images, après avoir après avoir consigné mes impressions, mes sensations, ce qui est vraiment au cœur de la légèreté, mais aussi des grands espaces où je raconte mon enfance à la campagne. Et ce livre est apparu après la légèreté, parce que dans la légèreté, je raconte que j'ai perdu la mémoire suite au choc traumatique lié à l'attentat. Il fallait que je retrouve quelques souvenirs. Donc le retour aux sources, le retour à l'enfance, c'était un chemin, une étape obligatoire. Donc Les Grands Espaces, c'est un album qui est né comme ça.
Mais on était vraiment dans les sensations. Voilà, je tenais à vraiment consigner. Après avoir perdu tant de choses en 2015, et surtout des amis, je voulais regrouper un peu mes petits. Et mes petits, c'est les sensations, les impressions, les souvenirs. Vous savez, les sensations qu'on a dans le creux de la main. Et quand on enfant, on sait qu'on a touché un arbre, une pierre. Je voulais que tout ça soit autour de moi, tout près. Des arbres qui portent des noms, d'ailleurs. Exactement, Swann, bien sûr. On pour être tout près de Marseille. Voilà. Mais en effet, Humaine trop humaine, c'était une façon de retrouver les textes, de recommencer à réfléchir un peu, à ne pas faire confiance qu'à l'intuition. Et aussi, c'était un clin d'œil aux albums de jeunesse, Mes hommes de lettres et Le Pont des Arts. Mes hommes de lettres était une anthologie de la littérature française en accéléré. Premier livre, 2008. Presque premier livre. Le tout premier, c'était Causerie sur Delacroix, que j'ai ressorti. Qui a eu sa deuxième vie. Qui a eu sa deuxième vie très récemment sous le titre Delacroix, que j'ai remis en couleur. J'en ai fait un autre livre. Mais le tout premier bouquin, c'était Causerie sur Delacroix. Et ensuite, Mes hommes de lettres était la première bande dessinée au sens classique, c'est-à-dire que j'avais un vrai éditeur. Tout Sarbacane en l'occurrence. Ouais, Sarbacane, l'idée à ce moment-là, justement, en revenant à ce livre fondateur en 2008, c'est de figer tout ce que vous avez appris en fac de lettres, c'est-à-dire tout ce que vous aimez de la littérature, avec l'idée que ça va peut-être s'oublier, ça va peut-être disparaître. Oui, en effet, c'était déjà là, peut-être pas consciemment, mais tout simplement, quand je disais que au cœur de mes albums, au départ de mes albums, il y a des manques. J'ai fait des études de lettres modernes avant de faire des études en école d'art à Paris. Et en études de lettres, le dessin me manquait, j'avais pas de cours d'histoire de l'art, rien. Et en arrivant à l'école Estienne, puis aux Arts Déco de Paris, parce que j'ai fait ces deux écoles, la littérature n'était plus assez abordée, enfin pas assez profondément, c'était pas le même cursus. Et j'avais peur de perdre ce que j'avais appris en lettres et qui m'avait autant transporté. Et donc j'ai réuni ces deux manques, en quelque sorte, dans mes albums de bande dessinée. En lettres, le dessin manquait, en école d'art, les lettres me manquaient. Tout ça, je me suis dit, je vais le retrouver, je vais le mettre dans mes livres pour ne jamais m'en séparer. Donc déjà une petite angoisse quand même existentielle, oui, de peur de perdre beaucoup de choses, oui. On sent bien que justement les écrivains, et les philosophes en font partie, sont déjà au cœur de votre démarche artistique depuis très longtemps. Alors les écrivains, oui, les philosophes moins. Ou plutôt les philosophes écrivains, par exemple Montaigne est dans Mes hommes de lettres, Camus fait une apparition, mais je ne me suis pas attaquée à la philo trop tôt, parce que c'est une discipline qui m'impressionne et parce que je ne l'ai pas étudiée. Vous rangez Proust dans les philosophes d'ailleurs, hein. Oui, alors j'ouvre un peu les portes, les frontières, les frontières, comme je le fais, je crois, dans toutes mes BD, c'est-à-dire que je mélange un petit peu tous les arts. Ouais. Et puis il y a le Pont des Arts, justement, c'est une autre manière de reparler des écrivains. Ce sont ces mariages entre les écrivains et les artistes, plasticiens, peintres, etc. Oui, le Pont des Arts, c'est vraiment des histoires d'amitié ou d'inimitié entre peintres et écrivains. Et ça m'a toujours fasciné. Enfin, en tout cas, ça me fascinait quand j'avais 25 ans. Je rêvais ça me faisait rêver, tout simplement. Voilà. Je pouvais me balader dans les rues de Paris en regardant, vous savez, les plaques qu'il y a au mur. Et alors, je sais pas, Barbé d'Aurevilly a habité ici, Colette a fait ça ici, Balzac a traversé cette rue, que je sais pas quoi, Proust a mangé une omelette ici. Enfin, à chaque fois, ça me faisait rêver. Picasso a peint dans tel endroit, dans les Grands Augustins. Et j'aimais cette transversalité des arts. Et puis finalement, le Pont des Arts, donc ces histoires d'amitié racontent le combat artistique, raconte l'histoire de l'art. Donc c'est une façon aussi de raconter l'histoire des hommes et des femmes. Voilà. Ce que va conclure un peu après Moderne Olympia, qui est une commande, on va le dire, dans une collection de Futuropolis liée au musée d'Orsay, hein, qui avait déjà une collection Futuropolis liée au Louvre, où travaille votre sœur. Mais là, c'était la première partie d'une nouvelle collection liée au musée d'Orsay. Et là, on voit que vous concluez un premier cycle, on va le dire, qu'on pourrait peut-être transformer en y ajoutant le livre que vous avez fait avec Julie Birman. Oui, Drôle de femme, en effet, des livres... c'est un cycle de 4 albums au lieu de 3, disons. Oui, oui, Drôle de femme, ce sont des portraits de comédiennes, surtout, d'humoristes, de femmes humoristes qui ont fait de l'humour leur métier et qui sont allées chercher ça sur le terrain des hommes, en fait. Donc on avait interrogé à l'époque Sylvie Joly, Anémone, Maria Pacôme, Yolande Moreau, etc. Et voilà, on en a fait des portraits dessinés.
Bretéché aussi, si je Et me trompe Bretéché, pas. bien sûr, qui nous a Qui est parlé quand de sa même copine votre, Dominique Lavanant. C'est quand même votre modèle. C'est en bande dessinée, oui. Ah oui. Elle et Pétillon, qui étaient inséparables d'ailleurs, donc oui, je les aime beaucoup. Et c'est un peu, oui, la figure tutélaire, peut-être de drôle de femme d'ailleurs, de cet album. Et en effet, ce sont des livres humoristiques où on apprend, j'espère, des choses. En tout cas, moi, j'apprends des choses. J'ai appris des choses en les faisant, même Moderne Olympia, qui est une traversée comme ça du musée d'Orsay. Alors, je connaissais bien le musée d'Orsay à l'époque, comme si je pouvais en établir une sorte de carte du tendre. C'est-à-dire que je sais où sont les tableaux qui me procurent telles émotions. Je sais qu'il y en a un qui est au premier étage, à droite, dans le couloir. Bon, je savais ça à l'époque, et donc j'ai rassemblé une fois de plus, toutes ces impressions pour faire Moderne Olympia. Mais ce sont des albums à la fois qui sont sensibles et aussi où on apprend des choses qui ont un petit côté didactique, même si c'est pas voulu. Je crois que je cherche d'abord à rester en éveil, à apprendre des trucs, quoi. Tous ces livres, ces 4 livres, sont un peu la matrice de ce travail pour Philosophie Magazine. Oui, c'est vrai. Je pense que je me suis, je me suis exercée avant. Là, c'est encore un autre exercice, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un gag en 2 pages. Dans Mes hommes de lettres, on avait une dizaine de pages. Dans Le Pont des Arts, c'était pareil. Moderne Olympia, c'est une histoire au long cours. Là, c'est encore différent. C'est pas la même chose qu'un strip en 6 cases que j'ai fait dans Scène de la vie hormonale, par exemple. C'est un autre rythme, un autre exercice, et j'aime bien. Comme j'ai toujours peur de m'ennuyer, je varie les formes, et voilà, ça donne ça. Quel était le cahier des charges? Vous aviez totale liberté Oui, de choix, oui, de traitement, oui, de martyriser l'un ou l'autre. exactement. Oui. Je pense que même la rédaction de Philosophie Magazine voulait que je les torture un petit peu, ces grands philosophes. Ils ont même regretté que je ne m'attaque pas aux philosophes contemporains. Il y en a certains qui ont un peu vrillé. Je ne citerai pas de nom, mais il y a un truc, M.O. par exemple, ou enfin, bon, bref. Il est peut-être ici, peut-être là quelque part. En tout cas, pas à l'Agora. Je ne l'ai pas vu. Mais j'aime pas, comment dire, je m'attaquais aux vivants, aux contemporains dans Charlie Hebdo. Là, je foutais des claques à tout le monde comme toute l'équipe, ça c'était très bien. Et dans mes livres, j'aime moins ça parce que je trouve que ça se périme plus vite. Et puis, j'ai pas assez de recul aussi pour tenter de dire quelque chose d'intéressant. Et voilà, donc je m'en prends aux vieux. Non, je m'en prends évidemment aux grands classiques. Je m'en prends aux idoles, aux célèbres, voilà, aux légendes. Socrate. Jusqu'à ceux du XXe siècle quand même. Hein. Oui, voilà, oui, exactement. Je vais jusqu'à Sartre, Beauvoir, évidemment, Hannah Arendt. Yankelevitch, Barthes, oui. Alors, lorsque vous commencez, vous savez exactement sur quel clou vous allez taper? Ou pas du tout. C'est le total chantier? C'est le total chantier, et c'est un chantier qui est rapide parce que donc c'est un mensuel, Philosophie Magazine, et 1 mois, ça passe très vite. Surtout quand on a d'autres choses sur le feu. Donc non, je ne sais jamais où je vais. Là, par exemple, pour le prochain numéro, je ne sais pas qui vais-je aborder. Alors, j'ai plusieurs portes d'entrée. Soit je me prends vraiment à une star, voilà, donc Socrate, Platon, etc. Je peux les aborder par les citations célèbres, par les clichés. Voilà, tout ce qu'on sait d'eux, les clichés, les phrases très connues. Connais-toi toi-même. Je sais que je ne sais rien. Voilà, donc il y a cette porte d'entrée là. Il y a la porte avec d'entrée. Un petit temple, ça me suffit. Oui, ça me suffit, le temple de Delphes. Une autre porte d'entrée, c'est la porte biographique. Par exemple, pour Kant, parce que je me plonge aussi dans les textes pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Mais Kant, par exemple, j'ai vraiment eu du mal à trouver quelque chose de limpide à faire de drôle à faire en 2 pages. C'est sans doute un des gags les plus absurdes et les plus drôles, celui de Kant, parce que vous lui faites faire un karaoké. Oui. Avec Goldman, Cap de Vielle quand même. Ouais. Fallait oser. Oui, non, mais quand t'es dans le désert. Voilà, mais Kant, K-A-N-T, bien sûr. Le jeu de mots un peu subtil. Voilà, et parce que j'avais lu que Kant était extrêmement studieux, voilà, vraiment très rigoureux, austère. Et donc j'ai abordé la planche de BD comme ça. Je me dis, je vais le faire vraiment très sérieux. Mais il se lâche en fin de journée, après le travail, il se lâche dans les karaokés, mais il continue de parler que de son œuvre et que de lui. Donc j'ai trouvé des calembours où il y avait Kant. Quand on a que l'amour de Brel, bon, voilà. Toujours difficile d'expliquer une planche de BD, vous lirez le livre.
Mais voilà, donc il y a le calembour. Le calembour, j'en fais quand je suis un petit peu fatiguée. J'en abuse pas. J'ai toujours en tête Cavana, donc, que j'ai rencontré quand je suis rentrée à Charlie, qui était absolument contre les calembours. C'était une interdiction absolue à Charlie. C'est pas vrai, certains en faisaient, mais et je suis restée tétanisée par cet interdit, donc je n'en fais pas. Et puis de toute façon, n'est pas Raymond DeVos qui veut. Hein, ou Goscinny, c'est quand même une des matrices d'Astérix. Voilà, le calembour. Je laisse ce calembour à Goscinny, ce génie. Et voilà, donc porte d'entrée pour faire Humaine trop humaine, il y a ça. Il y a aussi vraiment des textes. Là, j'en reviens à Pétillon, que je citais tout à l'heure, mais il m'avait offert un petit livre quand j'ai commencé à travailler pour Philomag, Philosophie Magazine, pardon. Ça le faisait beaucoup rire, les planches que je faisais. Il m'avait offert un petit livre qui recueillait des textes super misogynes des philosophes Fénelon, Rousseau, Kant, Nietzsche. Il m'a dit tu vas t'amuser, tu vas pouvoir t'en inspirer, et j'ai puisé dedans. Donc il y a pas mal. Ouais. Voilà, donc ça c'est un. Et puis bon, maintenant que Pétillon n'est plus là, je suis contente qu'il y ait un peu de lui dans l'album, voilà, parce qu'il me manque. Vous le lui dédiez d'ailleurs à la fin. Oui. Parce j'aimais beaucoup lui envoyer mes bouquins avant qu'il soit en librairie. J'aimais avoir son retour, et puis on rigolait bien, et puis je l'admirais éperdument. Ouais. Immense dessinateur de presse et en même temps extraordinaire auteur de bande dessinée. Exactement. Un peu comme vous. C'est vous qui le dites. J'en assume la totale responsabilité. Merci. Non, Pétillon, génie absolu. Ouais. Je suis très admirative de ces albums que vous devez tous connaître, l'affaire du voile et l'enquête corps. L'enquête corps. Voilà, c'est Palmer, qui sont d'excellentes comédies, très bien équilibrées, très bien rythmées, qui fonctionnent à merveille comme un bon film, comme une bonne comédie de je sais pas, Lou Beach, Billy Wilder. Voilà, ça j'aime. Et mon rêve est toujours d'arriver à faire ça. Ouais. Alors ça nous amène évidemment à parler de l'humour. Vous auriez pu simplement essayer de trouver la substantifique moelle de chacun de ces philosophes et essayer de la rassembler en 2 pages qui eussent été une sorte de manuel du philosophe débutant. Mais non, quand on s'appelle Catherine Meurice, on veut quand même faire rire, à tout le moins sourire. Oui, alors je suis mon premier public. Je sais que c'est un truc qui ne se dit pas trop, mais j'aime me faire rire. Et je ris. On vous pardonne tout. C'est oui, non, mais c'est un bon test. C'est-à-dire que si on rit pas de ses propres blagues, c'est un peu mal barré. Oui, mais je crois que le rire me permet d'approcher, à pas feutrer, de m'approcher de ces êtres savants, très impressionnants. Voilà, les Deleuze. Moi, je crois toujours que je suis incapable de comprendre les textes. C'est vraiment un point de départ. Je me dis, c'est un joli point de départ. Oui. Mais vraiment, c'est la position, tout simplement, de la non-spécialiste. Voilà. Alors, ce qui peut être handicapant, c'est que parfois, j'ai vraiment peur. La trouille peut m'empêcher d'y aller. J'ai fait mes hommes de lettres comme ça. Je me suis dit, j'avais pas lu Céline à l'époque, j'avais pas lu Proust. Et j'ai foncé, j'ai fait un sketch idiot dessus en me disant, je vais peut-être, je vais m'approcher comme ça de ces grands auteurs et de ces grandes autrices. Alors, par exemple, Proust vous a fait longtemps peur, mais vous ne parlez plus que de lui. Ah oui, j'ai fini par le lire quand même. Voilà, ouais. et il vous a ébloui. Exactement, et la plupart du temps, c'est ça. C'est idiot d'avoir peur. Il faut foncer et on est vraiment récompensé. Et Proust, c'est ça, c'est une récompense en permanence, quoi. Donc voilà, le rire me permet oui, mais je crois aussi de ramener ces grands auteurs, autrices parmi nous. Enfin, c'est-à-dire que ça me gêne que certains soient sur un piédestal et pas d'autres. Pourquoi cette hiérarchie? Pourquoi non? J'aime pas qu'il y ait un mur entre eux et nous, non pas qu'on soit au même niveau, on n'est pas aussi intelligent que je sais pas, Deleuze, etc. Mais on a d'autres qualités qui sont tout aussi louables. Et j'aime bien tout mélanger, trivialité, intello, tout ça. Ça me rassure, ça me détend. Vous avez souvent dit, ma main a un coup d'avance sur mon intelligence. Oui, mais je crois que ça, tous les dessinateurs, il me semble long. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression que mes dessins sont moins stupides que moi. Ouais. Mais vraiment, c'est pas de la fausse modestie. Il y a un truc, je crois que mon dessin est moins peureux que moi, beaucoup plus cash, parfois même plus trash, et s'approche de certaines limites. Et tant mieux, parce qu'il me semble que le métier artistique, c'est ça, c'est qu'il faut aller un petit peu jusqu'où aller trop loin, quoi. Il y a cette question-là. Et oui, je fais confiance à ma main et à mon dessin qui va
voilà, qui va me surprendre, qui va être moins timide que moi. Le rire, il n'est pas là que pour égratigner, Catherine. Il est là aussi pour peut-être porter le regard sur certaines choses qu'on n'avait pas vues. Oui, en effet. Il aide à comprendre aussi. Il aide à comprendre. C'est pas si simple d'expliquer l'humour quand on en fait déjà, parce que ma crainte, c'est toujours de ne pas être drôle. Sinon, je fais la liste de mes craintes. Là. On avait prévu un divan, vous avez vu. Hein. Ouais, couchez-vous, allez-y. Finir par m'allonger. Oui, bien sûr, l'humour... pardon, ça y est, j'ai oublié votre question. Monsieur Freud. Eh bien voilà, on en est là maintenant. On est dans le sous-texte. Ouais. Moi aussi, Catherine. C'est bien, non? J'ai oublié ma question aussi. Ah, mais très bien. C'était perturbé par le monsieur qui a envoyé des flashs. Ah, c'est parce que vous êtes une star. Non, c'est juste que je suis invitée au Salon du Livre et qu'après, il faut faire la suite de la promo. Le service après-vente. Voilà. Bon, on parlait... Ça va, c'est réussi? On parlait d'humour. Souvent, j'ai les yeux fermés sur les photos. C'est toujours foiré. Vous voyez, les artistes sont complètement narcissiques. on va voir si ça suit dans le public. Il y a bien quelqu'un qui se souvient de cette fameuse question. Non. L'humour. Voilà, vous voyez. Qu'est-ce que l'humour? C'était Qu'est-ce que l'humour? C'était l'humour. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Hein. De toute façon, les gens n'écoutent pas. Ils ont une oreillette. Si, vous voyez bien, ils rient. Très bien. Ils font bien semblant, voilà. Ah, l'humour aide à mieux comprendre les choses. Ah oui. Merci, Madame Kissy. Voilà, merci beaucoup. Au premier rang. Vous aurez une petite dédicace. Ah, là, je pense que vous n'aurez pas perdu votre tombola ici, vous avez tiré le bon numéro. J'ai oublié. Non, l'humour... Oui, je disais que c'est le rire difficile. est aussi là pour aider à comprendre. Ouais. Aider à comprendre. Ça y est. J'ai reconnecté mon cerveau. En effet, c'est un décalage permanent. Du coup, je regarde la dame. Je regarde plus haut. Oui, c'est un décalage permanent. Et j'ai l'impression que l'humour, c'est le moyen. Et je dis pas ça parce que j'en fais. Je pense à tous les humoristes géniaux dans le cinéma, dans la littérature, etc. Dans la BD, c'est le moyen le plus sérieux de parler de notre condition humaine. Il y a vraiment quelque chose d'assez philosophique, en fin de compte, dans l'humour. Vous prenez un strip de Wolinski, un strip des Peanuts, j'allais le dire, de Copy, un dessin c'est voilà, très peu de choses, et un dessin de Sampé, bien sûr. Là, on n'est plus dans la bande dessinée, mais quand même, le dessin, je crois, humoristique, tout en délicatesse, vient nous ramener un peu sur terre, nous dire qui on est. Et j'aime bien cette vérité qui est dite. C'est comme si le dessin disait la vérité. Voilà. Alors l'humour, il peut être méchant. Il a peut-être été sous votre plume dans les années Charlie, mais là, il ne l'est plus. Il est ironique, il est caustique. On a l'impression que de la main de fer dans le gant de velours, vous êtes passé au gant de crin, derrière le regard de velours. Donc on gratte un peu, mais il n'y a aucune colère derrière ça. Même contre, vous l'avez dit, la misogynie, par exemple, vous les gratiniez, mais vous n'êtes manifestement pas en colère contre ces philosophes. Alors, Proudhon, je ne peux pas le saquer. Ça, je crois que ça se sent. Il y en a quand même un. Ouais, oui, y en a un. Effectivement, on le sent un petit peu. On le sent un petit peu. Non, mais disons que la forme n'est plus la même. C'est vrai que dans la bande dessinée, dans le strip, je m'autorise moins des coups de gueule absolus comme je pouvais le faire dans les dessins de presse, dans un dessin à Charlie. Et puis à Charlie, déjà, je découvrais ma férocité, je ne savais pas. C'était le moteur. Assez jouissif, ouais. Et voilà. Enfin, il fallait aller chercher sa colère. Il fallait aller chercher ça, et il y avait un effet d'entraînement, c'est-à-dire que voilà, Charme, Tinius, Cabu, qui était très très féroce, hein, il était très gentil, Cabu, mais il était d'une férocité. Et donc on était entraînés, il fallait qu'on soit méchant, et c'était génial. On était très contents d'être tous méchants. Mais bon, le dessin de presse, c'est vraiment un autre métier que celui d'auteur de bande dessinée. Et puis j'ai pris vraiment un coup sur la tête avec l'attentat, où en 2015, ça je le partage avec les amis survivants de l'attentat, c'est qu'on n'a pas ressenti de la colère pendant longtemps. En fait, le choc était tel que tout paraissait dérisoire. C'était plus de la sidération. Oui, sidération, donc ça a duré longtemps. Et il y avait presque aussi ce truc qu'on voulait, enfin en tout cas moi je voulais pas être aussi violente et méchante que les deux abrutis qui avaient commis ce crime à Charlie. Donc il a fallu laisser passer un peu les choses, et la colère elle est revenue, et là elle est là, mais une fois de plus je l'exprime pas de la même manière
dans la BD, mais je suis de nouveau en colère. Je suis vraiment anti-méga-bassine, par exemple. Il ne faut pas me brancher sur le sujet. En plus, je viens des Deux-Sèvres, donc j'ai grandi tout près de Sainte-Soline, là où il y a les affrontements. Il y a eu les affrontements. Mes parents étaient à la manif et tout le monde est à fond. Et voilà, tout ce qui concerne l'écologie, évidemment, ça je suis remontée comme un coucou. Et aussi, bien sûr, la misogynie. Oui. Donc, mais ça passe par d'autres voies, oui. C'est-à-dire que la bande dessinée, maintenant, j'en profite pour me explorer, profiter d'un temps long. C'est vraiment... le dessin de presse, c'était une course effrénée. La bande dessinée, c'est un temps plus long. J'ai encore plein de choses à découvrir dans la BD. J'ai encore plein de choses mon dessin doit encore évoluer. Il y a plein de choses que j'ai pas faites encore dans la façon d'écrire, de raconter, de dessiner. Donc la colère, cette quête un peu d'évolution du dessin, elle va pas forcément avec la colère, le coup de gueule, le coup de poing. Donc voilà, j'essaie de panacher un peu tout ça. Mais ici, vous êtes un peu entre les deux aussi, entre le dessin de presse, puisqu'il y a quand même l'échéance du magazine tous les mois, et l'album. Au final, il existe, hein, donc voilà, ça devient un livre, mais la première finalité n'est pas le livre, elle est celle du magazine et de sa périodicité. Exactement. C'était un peu, d'ailleurs, si on peut le voir comme ça, c'est un peu votre manière d'avoir renoué avec la presse que vous aviez véritablement stoppé après 2015. Ouais. C'est pas tout à fait de la presse, mais quand même, il y a une manière de se réconcilier quelque part avec ce type de parution qui vous a longtemps accompagné. Exactement. Et je crois que ça se ressent dans le dessin, dans le trait. Humaine, trop humaine, c'est vraiment du trait de presse, c'est-à-dire que ça va vite. Bien sûr, il y a des décors, il y a une construction, je fais attention à ce que je dessine, mais ça va vite parce que j'ai moins de temps pour le faire, temps de réflexion, pour dessiner. Et j'accepte cette semi-urgence et j'accepte ce que ça donne dans le dessin, c'est-à-dire des figures parfois un peu esquissées. Voilà, parfois, je dessine à la plume, ça va très très vite, c'est très nerveux. Et, alors que je vais beaucoup plus me poser dans La jeune femme et la mer, dans les grands espaces, où vraiment là il y a une attention faite. Je vais aller chercher d'autres références à la peinture, aux estampes japonaises, etc. Je vais observer autre chose, les Mizuki, les mangas japonais. Dans Humaine, trop humaine, je reviens à la presse qui est spontanéité, et tant pis si le trait déraille, tant pis si un visage n'est pas le même d'une case à l'autre, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte, c'est le message qui compte, c'est la vie qu'il y a dans le dessin qui compte. Voilà. Et j'espère le rire, parce que c'est très gaguesque, parfois burlesque. C'est mon intention première, en fait, de faire rire. Ouais. On parlait tout à l'heure de Bretéché. On sent vraiment qu'elle a compté dans ce type d'approche graphique. Quand on regarde vos personnages, la nervosité qui s'en dégage, la vie qui s'en dégage, il y a quelque chose d'elle dedans. Hein. Oui, et je crois qu'elle travaillait plus que moi. Non, je veux dire qu'elle... en effet, il y a une vie, une spontanéité dans ses dessins, mais elle travaillait énormément quand elle bossait sur Les Frustrés. Donc, c'est page pour le Nouvel Obs, chaque semaine. Donc, c'était un rythme encore pire. Enfin, c'est le rythme que j'avais connu à Charlie, mais une bande dessinée chaque semaine, c'est quelque chose. Et elle faisait énormément d'esquisses sur sur papier calque, qu'elle jetait. J'aurais aimé être une poubelle à l'époque, mais parce que ces corbeilles étaient bourrées de papier calque avec des esquisses géniales. Et elle cherchait les postures, parce qu'on l'aime, Bretéché aussi, pour ses textes, bien sûr, ce qu'elle raconte, mais elle a le génie des postures. Enfin, là, on est des gens affalés dans les sofas. Et ça, elle le travaillait énormément. Moi, je vais plus vite. Parfois, je m'en mords les doigts, mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, j'accepte. J'accepte de foncer comme ça, parce que parfois, il y a des surprises, et je mise sur l'indulgence du lecteur qui appréciera ma sincérité. Non, mais par ailleurs, je travaille quand même, bien sûr, je fais surtout, dans Philosophie Magazine, enfin dans Humaine, trop humaine, je fais surtout très, très attention à ce que je raconte, au texte, à ne pas dévier de la pensée du philosophe, parce que je vais bien sûr raconter des idioties et essayer de faire rire, mais j'essaie toujours de retomber sur mes pattes pour que le propos finalement soit celui qu'on sache de quel philosophe il s'agit, de quelle philosophie il s'agit, je pars pas dans des délires, donc je fais surtout attention à ça. Puis le dessin, après, il m'accompagne, il trotte derrière moi, et donc ça je suis complètement contradictoire, parce que tout à l'heure je parlais du dessin qui me précédait, puis là il me suit. Voilà, on vit une belle vie, moi et mon dessin.
Parfois je suis devant, parfois je suis derrière. Il y a des arrière-plans qui sont magnifiques, parce qu'on a toujours l'impression que tout ça est jeté, pas forcément tellement pensé. Et en réalité, derrière, il se passe tellement de choses. Et toutes ces choses qui se déroulent derrière sont généralement non seulement en rapport avec ce que vous racontez, mais c'est assez logique, mais en plus en rapport avec la modernité. Et là, je voudrais vous interroger là-dessus, sur l'aspect anachronique volontaire des arrière-plans, des situations dans lesquelles vous mettez ces philosophes. On sent bien que c'est pas juste pour faire rire. Non, non, c'est quelque chose de... Comment dire, c'est... Il y a aussi beaucoup d'intuition là-dedans. C'est ça qui est étonnant. Je sais, enfin, il faudrait peut-être. Je cherche un exemple précis pour essayer de voir ce qui se passe à l'arrière-plan parce que je ne me relie pas. Par exemple, un arrière-plan dans lequel on passe en trottinette dans un parc. Ah oui, Pascal. Dans lequel on va voir quelqu'un téléphoner. Enfin, Oui. il y a tout le temps une irruption de la modernité, mais qui en même temps signifie quelque chose. Oui, voilà, il n'y en a pas tout le temps, c'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, là je crois que vous parlez de Pascal. Oui, c'est dans celui-là. Et voilà, et en effet, je fais un Pascal donc, qui ressemble au Pascal de l'époque, hein, avec sa fraise, etc. Mais je le mets dans un décor contemporain parce que mon idée, quand j'ai abordé Pascal, je me dis qu'est-ce que je vais raconter de Pascal? On connaît bien sûr les pensées, etc. Et en allant glaner dans les textes, j'ai regroupé les citations de textes qui étaient les plus qui parlaient de l'ego, à quel point l'humain est égocentrique et pénible en quelque sorte. Et j'ai compilé ça et je me suis dit très vite l'idée d'un Pascal en train de tweeter ça est venue. Et quand on tweet ou quand on met des posts sur Instagram, qu'est-ce qu'on attend? On attend les likes, donc on attend d'être aimé, etc. Donc je fais un Pascal complètement paradoxal qui dit regardez comme on est égocentrique et après qui est super content d'avoir ses likes, il a dépassé les likes et tout. Et ça se fait d'ailleurs sur les 4 dernières cases. Oui. Le moment où il réalise qu'il a enfin son score de 10 000 likes. Exactement. Et dans ces 4 dernières cases, le décor est blanc. Oui, pour tout à coup, ces arrière-plans disparaissent. Oui, voilà, pour vraiment insister sur ce côté narcissique. C'est ça, exactement. À un moment donné, pour qu'on se concentre aussi sur ce qui se passe, sur l'action. Il faut qu'on comprenne ce qu'est en train de faire Pascal. Et donc, je fais du nettoyage, je balaie autour du personnage pour que vraiment on se concentre sur le gag qui arrive, sur la chute qui arrive. Et donc, pourquoi les trottinettes, etc. C'est parce qu'évidemment, Pascal parle du narcissisme contemporain. Enfin, il ne parle pas du narcissisme contemporain, mais en relisant les pensées, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui nous arrive aujourd'hui, où on est à s'aimer sur les réseaux et à attendre que ça, ce qui est une sorte de maladie incurable. Et c'est pas le cas qu'avec Pascal, on peut trouver évidemment toujours des ponts entre les philosophes anciens et ce qui nous arrive aujourd'hui. Oui, il y en a quand même quelques-uns pour lesquels justement vous amenez cette notion de modernité à travers le dessin ou à travers des situations ou simplement des dialogues avec des expressions actuelles où on sent bien qu'on les remet au goût du jour. Oui, c'est ça. Mais j'essaie de ne pas abuser des anachronismes de même que je n'abuse pas de calembours, comme je disais tout à l'heure, parce que j'essaie de pas aller vers la facilité. J'essaie toujours de voir qu'est-ce que je pourrais trouver d'original. Voilà, je ne veux pas que ce soit systématique, donc je varie. Voilà. Oui, il y a des planches, je sais pas, Henri David Thoreau ou d'autres. Oui, là aussi, il y a de l'anachronisme. J'en cherche, il n'y aurait pas d'anachronisme. Ça doit bien exister. Oui, Rousseau, par exemple, on est vraiment à l'époque de Rousseau. Ah oui, là, Rousseau, on est dans la forêt. Ouais. Et on a vraiment la promenade dans le milieu sauvage et naturel, qui n'en peut plus de lui, d'ailleurs. Oui, parce que Rousseau se plaint énormément. Il m'exaspère. Il manque d'humour. C'est pénible. Il n'est pas Diderot qui veut. Tous les philosophes sont pas. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui ont d'humour. Des monstres d'humour. Et Rousseau, mais il gémit. Donc j'avais imaginé que. Parce qu'il aime la nature l'apaise, seule la nature peut l'aimer, parce que sinon les autres humains sont méchants, surtout Voltaire, qui ne l'aime pas, etc. Et donc, quand il fait ses rêveries du promeneur solitaire, il est là. Par ailleurs, il herborisait, il s'intéressait vraiment à la nature, mais dans ses textes, il profite de ses promenades dans la nature pour ne parler que de lui. Bon, je schématise un tout petit peu. On n'a pas parlé de la mauvaise foi, mais c'est quand même très important quand on veut faire un ingrédient de votre cuisine. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai imaginé la nature qui n'en
pouvais plus d'entendre Rousseau dire « Oh là, mais c'est formidable la nature, quelle beauté, tu m'aimes, etc. » Voilà. Mais ça vient aussi, comment dire, je profite toujours de mes livres aussi pour essayer de caser ma lassitude de l'être humain. Je dis ça sans... Comment dire, je suis pas au bout du rouleau, hein, ça va, j'aime mon prochain. Mais... Album. Oui. Mais c'est voilà, notre présence sur Terre est tellement fatigante parfois. Non, je trouve qu'on oublie souvent les autres vivants, quoi, les animaux, les végétaux, etc. Bon, c'est un autre sujet, mais Vous venez de parler de Voltaire, vous utilisez Candide. Candide a été transposé en bande dessinée plusieurs fois déjà, notamment par Rochette, si je me souviens bien, il y a quelques années. oui, Rochette. Il y a 20 ans au moins. Oui. C'est difficile en fait de condenser Candide en 2 pages. Oui, bien sûr. On va chercher autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs? Je me souviens plus. Si, c'est Voltaire qui est en train d'écrire Candide. Alors là, comme je vous le disais tout à l'heure, je m'appuie sur cette phrase très 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 connue sur le jardin. Il faut cultiver son jardin. Et je fais un Voltaire donc, qui est en train d'écrire ce passage-là de Candide. Et case après case, le discours devient de plus en plus dur. C'est-à-dire que ça devient quasiment du Trump. ça devient un ordre. C'est d'abord Ouais. cultiver votre jardin. Après, il faut cultiver votre jardin. Si vous êtes vraiment une merde, si vous ne cultivez pas votre jardin. Et en effet, il y a des allusions un peu à l'actualité aussi. Ça finit par un discours presque trumpien. Mec, grit, jardin, again, etc. Et en fait, Voltaire faisait un cauchemar. Voilà, donc il se réveille... mon petit côté Little Nemo, il se réveille à la fin de la bande dessinée et sa compagne, enfin il y a une femme à côté de son épouse qui lui dit, voilà, c'est très référencé, mais lui dit prends donc un cachet Leibniz, qui est un autre philosophe. Avec un petit voilà, copyright. Leibniz c'était vraiment le philosophe, il est dans Candide d'ailleurs, il est caricaturé dans Candide, c'était le philosophe qui disait tout va bien, c'est formidable. Et elle lui dit prends un cachet de Leibniz, comme on dirait prends du Xanax, quoi. Ça ira mieux. Chaque fois, il faut trouver l'idée. Oui. Comment est-ce qu'elle vient? En lisant ou au En contraire, lisant, en écoutant. après avoir lu, en se laissant aller Je complètement? dirais d'abord en rêvassant. Il y a toujours une petite rêverie. Je passe en revue les philosophes que je n'ai pas abordés. Voilà, il y a une rêverie où j'essaie de construire un peu une histoire, de dire tiens, est-ce qu'il pourrait se passer ça ou ça ou ça? Et si j'inverse, par exemple pour Sartre et Beauvoir, et si Beauvoir avait le statut de Sartre, qu'est-ce que ça donnerait si on retourne les textes? Voilà, donc il y a une rêverie. Ensuite, je vais consulter les textes. Je cherche les textes, je vérifie si ma rêverie tient à peu près debout. Et après, je coupe dans le texte. Je fais là aussi, la mauvaise foi s'invite parce que parfois, je fais des petits raccourcis. Ça fait 2 fois qu'on en parle. On va aborder la question un peu plus en profondeur. Ouais. Cette mauvaise foi, c'est une marque de fabrique. Ah bon, à ce point? Mais oui, Bon, j'ai le titre de ma prochaine BD, La mauvaise foi. la fabrique de la mauvaise foi. C'est un ingrédient parmi d'autres, de la bande dessinée humoristique, oui. C'est une déformation de l'équipe Charlie Hebdo. Peut-être, peut-être. Je crois que Charlie, l'équipe m'a révélé, m'a poussé dans mes retranchements. Et c'est quand je suis arrivée à Charlie, j'avais 20 ans, enfin 21 ans. Enfin bon, bref, après j'ai été embauchée un petit peu plus tard, mais pour de bon. Mais et à 21 ans, j'avais fait un stage, entre guillemets. Enfin, ils m'invitaient à passer tout le temps et je passais. Et j'étais tellement terrifiée que je faisais semblant d'avoir fait un truc près de la photocopieuse. Et je m'éclipsais. J'osais même pas leur dire au revoir en partant tellement j'étais terrifiée. Donc je partais, vous savez, un peu en crabe, très très discrètement. Je longeais les murs et je sortais en courant. Voilà, vraiment, je suis partie de loin. Et après, j'ai appris à la ramener. Alors, je pouvais pas le faire autant que Charme, qui était une usine à gags, c'était ahurissant comme il était drôle. Mais en tout cas, ils m'ont vraiment poussé à déjà accepter la critique. J'ai pas de problème avec ça, mais non, ils m'ont surtout appris à montrer mes dessins, les afficher, à accepter que ce soit bon, pas bon, perfectible. Et ça m'a beaucoup aidé, ouais. Et la mauvaise foi, c'est aussi un véritable réservoir à gags. Oui, parce que vraiment. quand on est de mauvaise foi, on fait rire parce qu'on exagère ses travers.
Bien sûr, oui, 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 exactement. On est complètement... Enfin, je crois que... Il y a énormément d'autodérision dans mes livres. Je crois d'ailleurs souvent je reprends ce personnage aux cheveux raides avec ce grand nez qui était dans la légèreté, c'était vraiment moi, qui est dans les grands espaces. Dans La jeune femme et la mer, c'est un peu moins moi, mais physiquement ça ressemble. Dans Humaine trop humaine, c'est pareil. Parce que il faut d'abord que moi je me prenne les coups. C'est plus rigolo. Je suis mon premier punching ball, ouais. Et puis c'est une politesse aussi pour les lecteurs, quoi. Enfin, oui, parce qu'on va pas ce serait dommage de se mettre en dehors de tout ça et dire regardez comme c'est beau ce que je raconte. Non, moi j'aime bien aller dans l'arène et me prendre des coups aussi. Plus on est de fous, plus on rigole, quoi. Avec des bleus. Vous parlez des lecteurs. Est-ce que les lectrices et les lecteurs de Philosophie Magazine ont réagi? Alors probablement, si j'en crois le rédac-chef, alors je connais pas le détail, mais ils sont très contents. S'ils ont réagi, c'est en bien. Oui, 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 oui. Voilà. Après, on me cache peut-être la vérité. Mais... Parce que parfois, quand on s'attaque à des semi-dieux, ça peut être dangereux. Non, non. En tout cas, vraiment, la rédaction de cette revue voulait le petit poil à gratter. Et la revue, par ailleurs, est très très bien parce qu'elle aussi, elle mélange, elle relie les philosophes à l'actualité. Enfin, c'est vraiment... J'aime beaucoup ce magazine, ouais. Donc il y a déjà une ouverture d'esprit dans cette revue et pour eux c'était très naturel de mettre de la bande dessinée. Avant moi il y avait le dessinateur Jules qui faisait des pages, donc c'est pas nouveau pour eux et c'est même une évidence. Ouais. Il y a un strip de Berberian qui est aussi près de l'édito quand on ouvre la revue. Donc non. Une fois de plus, bande dessinée et philosophie font bon ménage. Chaque mois vous vous attaquez à un nouveau philosophe, c'est-à-dire que vous relisez tous les mois l'entièreté d'une œuvre? Non, pas l'entièreté, impossible. Ça, je ne peux pas. Non. Non. Ça dépend lesquels. Hein. Oui, ça dépend lesquels. Oui. Par exemple, Tocqueville. Non, ça peut partir de. Vous avez réécouté les 8 heures d'abécédaire de Deleuze? Alors voilà, j'ai pas les 8 heures, mais bien sûr, oui, je suis allée voir les archives. J'écoute aussi pas mal de podcasts. Je ne sais pas si France Culture est partenaire du Salon de Vivre, mais je les remercie. Oui, j'écoute beaucoup de... Parce qu'en effet, je vais lire des textes, mais je vais être attentive à tout ce qui peut... On a vraiment des antennes, ça aussi, je pense que les dessinateurs ou même les romanciers peuvent vous dire ça. On a vraiment des antennes dès qu'on aborde tel sujet. Donc dès qu'on a un certain sujet de roman ou de bande dessinée en chantier, on entend tout ce qui peut avoir un lien avec ce sujet-là. Ça, c'est assez marrant. Ouais. Donc je suis très attentive, voilà. Évidemment, dans les philosophes, il y a énormément d'hommes. Il n'y a pas tellement de femmes. Il y en a, hein. Anna Arendt, Simone de Beauvoir, vous en avez parlé, il y en a encore d'autres. Mais il y a énormément d'hommes. Alors, comment ramener une forme de parité ou comment ramener une forme de discours qui répare tout ça? Parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis toujours. Oui, bien sûr. Et bien c'est pour ça qu'il y a un personnage féminin qui est sur la couverture, d'ailleurs, de Humaine trop humaine, qui est là. Et qui est là pour apporter de la contradiction, soulever quelques défauts, défauts des grands philosophes, et voilà, souligner parfois la grandiloquence de ces grands hommes. Oui, on peut s'étonner. Il y en a eu des femmes philosophes. Il y a, par exemple, une Hypatie d'Alexandrie, philosophe antique, qui était disciple de Platon, je crois. Je sais plus, je perds mes lettres. Faut pas trop creuser. Hein. Elle a été massacrée par des chrétiens fanatiques. Voilà, histoire refrain connu. C'était une femme absolument passionnante. Il faut vraiment aller chercher dans les textes pour savoir qu'elle a existé. Dans Humaine trop humaine, j'aborde, je crois qu'il n'y a que 3 femmes, donc Arendt, Beauvoir et Simone Veil. Là aussi, qui sont les plus connues, parce qu'une fois de plus, pour espérer être drôle, je dois m'en prendre aux plus connus, aux célébrités, quoi, parce que je ne veux pas perdre le lecteur. J'ai pas le temps en 2 planches de faire connaître tout d'un philosophe inconnu. Il faut qu'il y ait quand même qu'on sache un peu de quoi on parle. C'est pour ça malheureusement il y a peu de femmes. Mais quelque part, c'est un humour entre initiés. J'espère que non. Je veille quand même. Il faut avoir un minimum de connaissances. Oui, alors j'espère que certaines planches quand même peuvent se lire sans référence. Et puis on a ajouté aussi quelques lignes au bas de chaque planche où voilà, c'est une amie prof de philosophie d'ailleurs qui a rédigé ces petits textes, Mathilde Chédru. Non, les femmes sont moins présentes.
Aussi parce que, et là je l'assume complètement, mais parce qu'on a du chemin à rattraper et que j'ai pas envie de tirer sur des ambulances. Et d'ailleurs, quand j'aborde les 3 femmes en question, Veil, Beauvoir, Arendt, je ne me fous pas d'elles comme je peux me foutre de Proudhon, par exemple. Il y a une sorte de respect qui est que voilà, je vais bien sûr m'amuser de leur célébrité, etc. Mais je vais quand même laisser une place à une forme de respect ou de voilà, prenons le temps de les redécouvrir avant de leur taper dessus, quoi. Il y a un petit peu ce truc-là. Sur la fin du gag de Simone de Beauvoir, c'est plutôt Sartre hein, qui en prend pour Mais son Sartre, grade. Sartre, il est génial, déjà physiquement. Enfin, à dessiner, il est extra. Il a un œil qui regarde Simone et l'autre qui regarde de Beauvoir. C'est super. Non, oui, et puis... Oui, une fois de plus, c'est ça. Ce sont des légendes. On connaît, c'est vraiment une figure. On sait tous à quoi ressemble Sartre. On le sait tous, quoi. La clope, la pipe, ou la clope, les yeux qui déraillent, les lunettes. Donc ça, c'est du pain béni pour un caricaturiste. Oui. On arrive déjà au terme de cet entretien. J'ai envie de vous demander, Catherine, quels sont les philosophes parmi lesquels vous piocherez ici qui vous ont aidé à vivre, à comprendre? Alors Nietzsche, alors je suis loin de connaître tout par cœur, je vous rassure, mais Nietzsche m'a éclairé par petites bribes, notamment quand j'ai écrit La légèreté. D'ailleurs, j'avais mis une citation de lui en exergue de La légèreté. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Donc, je me suis accrochée à cette phrase comme on regarderait un phare dans la nuit. La joie chez Spinoza, il y a des choses chez Spinoza qui m'intéressent. La curiosité et l'enthousiasme de Diderot, qui par ailleurs était critique d'art, dont j'ai parlé aussi dans Le Pont des Arts, donc j'étais contente de le retrouver. Après, j'aime beaucoup Montaigne, qui philosophe à saut et à gambade, quoi. Il se promène, il prend les chemins de traverse, il n'est pas dans le jargon philosophique, dans l'austérité, il parle de sa vie, de son corps, de sa sexualité. Il ne parle pas assez de femmes, mais c'est pas grave. C'est une autre époque. Hein. Une autre époque, voilà. Et j'aime beaucoup Thoreau et Tocqueville. Ouais, Tocqueville pour son intelligence et son côté visionnaire. Oui, là, vous le montrez bien dans les 2 planches. Hein, c'est vraiment une manière de dire tout ce qui va arriver, exactement, tout ce qui va devenir dans le futur. Ouais. Il aurait presque pu donner le résultat des élections de telle année en 2053. Et j'aime beaucoup Thoreau, Henri David Thoreau. Fondateur de l'écologie. Exactement. La pensée écologique. Dont on connaît bien sûr Walden. Et j'aime bien parce qu'il y a des choses à aller chercher chez Thoreau qui sont, comment dire, là aussi, on a l'idée de quelqu'un qui s'est éloigné de la civilisation pendant 2 ans au bord d'un étang, qui regardait les petites fleurs, etc. Et puis en fait, quand on s'intéresse à sa vie, sa maman lui préparait des tourtes à la viande chaque soir, elle lui apportait dans un panier. Enfin, il n'était pas très très loin de la ville et j'aime bien ça. Mais en effet, c'est un grand nom pour pour la pensée écologique. Et l'insubordination aussi, quand même. Exactement. Ce qui nous ramène désobéissance civile. Une manière de résister à tout. Exactement. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais l'humour, c'est ça aussi, c'est une forme de résistance. Ouais. On termine là-dessus ? Ah bah oui, ça voilà. me fait plaisir. Merci Catherine. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venue.